Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un cas clinique sur le syndrome dysentérique. Avant de débuter cette présentation, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube afin d'être au courant des futurs cas cliniques qui seront postés. Tout d'abord par rapport à l'énoncé, vous retrouvez Monsieur D aux urgences qui vient pour des diarrhées profuses depuis 48 heures devenues sanglantes dans la nuit. Il présente une fébricule à 38,2 degrés Celsius et des douleurs abdominales. Il a très peu mangé depuis un repas au bord de l'étang local le week-end précédent du fait d'une sensation de malaise. En poussant l'interrogatoire, Monsieur D vous informe que son fils de 10 ans est en consultation aux urgences pédiatriques pour des symptômes identiques. Tout d'abord, il y a plusieurs mots-clés à retenir dans cet énoncé. On apprend qu'il s'agit de diarrhée profuse depuis 48 heures. Ici, il s'agit d'une diarrhée aiguë, car les symptômes ont commencé depuis moins de 14 jours. On apprend qu'il y a la présence de sang dans les selles, ce qui nous oriente vers une diarrhée invasive ou une colite aiguë. Celles-ci sont observées dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ou lors des colites ischémiques. Le patient présente également une fébricule à 38,2 degrés ainsi que des douleurs abdominales. Ici, cela nous oriente plus vers un syndrome infectieux. Il y a la notion de repas dans un restaurant. Il s'agit peut-être d'une TIAC, également appelée toxi-infection alimentaire collective. Ici, on apprend que son fils a également des symptômes identiques, donc on peut confirmer la TIAC. Par rapport aux questions, question 1. Quel est le syndrome digestif en cause? Le décrire. Quelles sont les bactéries responsables de ce type de symptômes? Le père présente ces symptômes sans retentissement sur la fonction cardiaque ou rénale. Que préconisez-vous? Son fils présente une tachypnée, des marbrures sur les genoux et une tension artérielle à 92 pour la pression artérielle systolique et de 40 pour la pression artérielle diastolique. Quel est votre diagnostic? Quel traitement symptomatologique et étiologique instaurez-vous? Dans quel ordre? Un externe avide de connaissances vous demande votre avis sur le loperamide dans cette indication. Quelle pourrait être votre réponse argumentée? Et enfin, la dernière question. Les examens demandés à l'admission reviennent positifs à Shigella sonnei. Décrivez la bactérie et ses conditions de culture. Par rapport à la correction, la première question. Quel est le syndrome digestif en cause? Le décrire. Quelles sont les bactéries responsables de ce type de symptômes? Donc, avant de répondre à cette question, on va tout d'abord rappeler la définition du syndrome diarrhéique. Ici, la diarrhée aiguë se définit comme étant la survenue d'au moins 3 selles liquides par jour depuis moins de 14 jours, selon l'OMS. Un petit rappel, ici, les diarrhées sont infectieuses dans 95% des cas lorsqu'elles sont fébriles. Elles sont souvent bénignes et guérissent spontanément sous les climats tempérés. Il s'agit de la première cause de mortalité infantile dans les pays en voie de développement. La transmission se fait principalement par voie orofécale ou lors de manipulations humaines ou lors de la mauvaise conservation des aliments. En cas de diarrhée, il y a 5 tableaux à distinguer. Le premier, c'est le syndrome cholériforme. Donc ici, ce syndrome associe des diarrhées profuses aqueuses avec un grand risque de déshydratation. Il n'y a pas de sang ni de mucus et il n'y a pas ou peu de fièvre. Ici, dans notre cas, le patient avait du sang et des selles avait du sang dans les selles associées à de la fièvre. On peut donc écarter ce syndrome. Un petit rappel sur la physiopathologie. Ici, ce syndrome est causé par un mécanisme toxinique, soit par colonisation bactérienne de la muqueuse intestinale puis sécrétion d'entérotoxines, soit directement par ingestion de la toxine préformée dans les aliments. C'est par exemple le cas pour les staphylocoques aureus. Le deuxième tableau à évoquer, c'est le syndrome dysentérique, qui associe de la diarrhée avec du sang ainsi que de la fièvre. Ici, c'est ce que le patient présentait. Il y a également le syndrome gastro-entéritique, qui combine la diarrhée aqueuse, sans sang et sans fièvre. Ici, le patient n'avait pas de sang, il avait du sang dans les selles, donc on peut écarter ce syndrome. Il est également appelé le mécanisme mixte, pour rappel, car il associe le syndrome invasif ainsi que le syndrome toxinique. Ici, il y a alors un envahissement et une traversée de l'entérocyte sans destruction, une multiplication du pathogène sous la muqueuse et une sécrétion des toxines, ce qui va donner la diarrhée aqueuse fébrile. Il y a également la TIAC. Il s'agit de l'apparition d'au moins 2 cas d'une symptomatologie en général digestive dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire. Les bactéries les plus incriminées sont surtout les salmonelles, les staphylococcus aureus, les Clostridium perfringens ainsi que les Bacillus cereus. Enfin, le dernier tableau à évoquer, c'est la diarrhée post-antibiotique. Lorsque l'on prend des antibiotiques, il y a un déséquilibre de la flore intestinale et il y a une colonisation de la muqueuse intestinale par Clostridium difficile. Ce n'est pas le cas chez notre patient car il n'y a pas la notion de prise d'antibiotiques dans son historique
Pour plus de détails, si vous voulez, je vous invite à voir mon cas clinique sur le Clostridium difficile, dont le lien s'affichera à l'écran. Suite aux arguments cliniques et épidémiologiques, on peut donc suspecter un syndrome dysentérique dont l'origine est une toxi-infection alimentaire collective. Ici, juste à titre informatif, donc je vous ai partagé l'exploration d'une diarrhée aiguë, selon le référentiel, c'est-à-dire le collège des patho-gastro-entérologie. Ici, il recommande, en cas de diarrhée dysentérique ou de diarrhée sanglante, de réaliser des examens complémentaires, c'est-à-dire la rectosigmoïdoscopie associée à l'iléocoloscopie et un écouvillonnage. Tout ça, c'est pour étudier s'il y a la présence d'émiquie, et également faire une NFS, la CRP, afin de voir s'il y a un syndrome inflammatoire, la coproculture, la parasitologie des selles, afin de voir s'il y a un agent pathogène qui pourrait provoquer cette diarrhée. Concernant le mécanisme du syndrome dysentérique, ici il s'agit d'un mécanisme entéro-invasif. Je vais faire un petit rappel sur la physiopathologie. Donc ici c'est la physiopathologie des infections à Shigella, Yersinia et Salmonella. Les bactéries pénètrent la barrière intestinale via les cellules M. L'interaction avec le macrophage est un véritable carrefour physiopathologique. Une partie essentielle du pouvoir pathogène de Salmonella et de Yersinia est leur potentiel de survie dans et autour des phagocytes. A l'inverse, Shigella pénètre dans le macrophage et induit rapidement son apoptose, ce qui entraîne un recrutement des polynucléaires sur le site de l'infection, l'intense réaction inflammatoire et notamment la transmigration des polynucléaires entre les entérocytes permet l'entrée des bactéries luminales par la face basolatérale des cellules et est en grande partie responsable des lésions de la muqueuse. Cette physiopathologie est responsable des diarrhées glérosanglantes, de la fièvre, des épreintes, des ténesmes, ainsi que de la présence des polynucléaires neutrophiles dans les selles. Parmi les bactéries responsables, on a tout d'abord les entérobactéries. C'est principalement le Shigella spp, c'est-à-dire le Shigella dysenteriae, Flexneri, Sonei et Bodi, qui vont causer la dysenterie bacillaire. Il y a également les Escherichia coli entéro-invasifs et entéropathogènes. L'Escherichia coli entéro-invasif a un tableau proche de Shigella, alors que les Escherichia coli entéropathogènes ont principalement des tableaux de gastro-entérite infantile. Enfin, parmi les entérobactéries, il y a également les Yersinia, c'est-à-dire Yersinia enterocolitica et Yersinia pseudotuberculosis, qui sont capables de se multiplier à basse température et dont le réservoir est le porc. Les autres bactéries sont le Campylobacter jejuni. Pour rappel, ce n'est pas une entérobactérie. Donc ici, on le trouve principalement, c'est une bactérie commensale du tube digestif de nombreux animaux, tels que les oiseaux et les volailles. Deuxième question, le père présente ses symptômes sans rétrécissement sur la fonction cardiaque ou rénale, que préconisez-vous? Tout d'abord, on va faire un prélèvement des selles associé à une liste des menus des 3 derniers jours. On va préconiser un retour au domicile, car l'affection est spontanément résolutive en une semaine. Enfin, par rapport à l'alimentation, on va conseiller une hydratation régulière sans attendre à la soif, une reprise de l'alimentation progressive avec une déclaration obligatoire de la TIAC. Par rapport à la troisième question, son fils présente une tachypnée, des marbrures sur les genoux et une tension artérielle de 92 pour la pression artérielle systolique et de 40 pour la pression artérielle diastolique. Quel est votre diagnostic? Quel traitement symptomatologique et étiologique insérez-vous et dans quel ordre? Ici, un petit rappel, la tachypnée, les marbrures et la tension artérielle basse sont des signes de la déshydratation sévère. Ils apparaissent quand le déficit hydrique est aux alentours de 7 à 9% du poids corporel de l'enfant. Le diagnostic sera donc une toxi-infection alimentaire collective bactérienne sévère avec déshydratation chez un enfant. Par rapport au traitement, en premier lieu, on va conseiller un traitement symptomatique qui va comporter des solutions ERS ainsi que des solutés parfois intraveineuses. Alors, si la perte de poids est inférieure à 10%, on va donner des solutions de réhydratation par voie orale. Si celle-ci est supérieure à 10%, ou s'il y a des vomissements incoercibles, on va alors proposer une solution cristalloïde isotonique de NaCl. Ensuite, on va intervenir sur l'alimentation. On va faire une reprise progressive de l'alimentation en commençant par les liquides, ainsi que des aliments solides sans résidus, tels que le riz et les bananes. On pourra éventuellement associer une alimentation salée,
à défaut des biscuits salés ou des sachets de sel, est riche en glucose, tels que de l'amidon de riz, des pâtes ou du saccharose. Le transport actif du glucose dans l'entérocyte favorise l'absorption concomitante hydrosodée. Une petite remarque importante à faire, c'est que les sodas contiennent de l'eau et du glucose, mais sont presque complètement désodés et donc ne dispensent pas de ces apports salés. Ensuite, il y a les antibiotiques qui vont permettre une guérison plus rapide et qui vont prévenir des complications en limitant l'invasion bactérienne. Quand l'entéropathogène est identifié, l'antibiothérapie peut être adaptée en fonction de l'antibiogramme. Il n'est pas rare que le patient est guéri spontanément au moment du résultat de la coproculture. Le traitement antibiotique n'aura alors plus d'intérêt. Par rapport au traitement, en première intention, il s'agit de l'azithromycine à hauteur de 250 mg 2 fois par jour par voie orale pendant 3 jours. En cas d'échec, on va conseiller une céphalosporine de 3e génération. En pratique, on donne principalement la ceftriaxone à hauteur de 2 g par jour pendant 5 jours. Une remarque très importante à faire, il y a une contre-indication absolue des quinolones chez l'enfant. En effet, c'est le traitement de première intention chez l'adulte. Chez l'enfant, ils ne doivent pas être utilisés en pédiatrie en raison de leur toxicité articulaire grave. Ces atteintes touchent essentiellement les grosses articulations, en particulier les articulations porteuses comme les genoux, et qui peuvent provoquer une impotence fonctionnelle. Un externe avide de connaissances vous demande votre avis sur le loperamide. Dans cette indication, quelle pourrait être votre réponse argumentée? Donc, le loperamide, c'est le principe actif de l'imodium. Il y a une contre-indication de tous les ralentisseurs du transit dans les diarrhées fébriles pour éviter le risque de mégacolon toxique avec un germe invasif. Donc c'est une contre-indication absolue. Les examens demandés à l'admission reviennent positifs à Shigella sonnei, décrivez la bactérie et ses conditions de culture. Donc tout d'abord, on va commencer par décrire la bactérie. Il s'agit d'un bacille droit, fin, gram négatif, non capsulé, non sporulé et immobile. Ici on voit une image de la bactérie après coloration de gram. Par rapport à la culture, il s'agit de bactéries non exigeantes. On va faire une incubation à 37 degrés Celsius pendant 24 heures. Il s'agit de germes aérobie, anaérobie facultatifs. Ils sont lactose moins, très important. Les milieux de culture, il y en a plusieurs. Il y a les milieux ordinaires, tels que le MB, le BCP, spécifiques des bacilles gram négatifs, comme le Drygalski, l'Ectoen ou le Makonki, et les spécifiques des Salmonelles Shigella, tels que le milieu SS. Alors ici, on va surtout, juste à titre d'exemple, j'ai surtout insisté sur les milieux BCP, Ectoen et SS. Ici, voici le milieu BCP, il s'agit d'un milieu ordinaire. Parmi sa composition, on a tout d'abord les peptones, les extraits de viande et l'agar qui constituent la base nutritive. On a également le lactose et le bromocrésol pourpre. Alors ici, en présence de lactose la présence de lactose et de bromocrésol permettent de connaître le caractère lactose des bactéries. Le milieu va virer au jaune ou une coloration jaune des colonies s'il y a acidification du milieu par fermentation du lactose. Donc c'est le cas pour toutes les bactéries qui sont lactose plus. Sinon, le milieu va rester au violet, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'acidification du milieu. C'est le cas pour les bactéries lactose moins. Donc dans notre cas, la bactérie Shigella, pour rappel, elle est lactose moins. C'est pour ça qu'à gauche dans l'image, on voit que les colonies sont mauves, enfin n'ont pas changé de couleur. En fait. Ensuite, un deuxième exemple, c'est la gélose ectoène. Ici, voici la liste des ingrédients. Donc ici, à nouveau, les protéoses associées au peptone, le NaCl et les extraits de levure sont la base nutritive pour la croissance bactérienne. Ici, on a le bleu de bromotimol et la fuchinacide qui sont les indicateurs colorés. Le bleu de bromotimol vire au jaune en présence acide et la fuchine qui se colore en rouge en présence d'aldéhyde. Il y a les sels biliaires associés aux colorants précédemment cités et vont inhiber la plupart des organismes gram-positifs, ce qui permet uniquement aux bacilles gram-négatifs de se développer sur la gélose. Ces caractéristiques assurent la sélectivité. Le lactose, la salicine ainsi que le saccharose, donc sont 3 sucres. Donc la fermentation de ces glucides est l'une des caractéristiques différenciatrices utilisées pour identifier les coliformes. Il faut savoir que les salmonelles et les shigella sont incapables d'utiliser ces 3 glucides spécifiques. C'est pour ça qu'on aura alors des colonies soit translucides, vert clair ou bleu verdâtre, alors que la plupart des coliformes non pathogènes peuvent utiliser au moins un de ces 3 sucres pour donner des colonies soit de couleur orange, jaune ou saumon.
Enfin, on a le citrate de fer ammoniacal. Il permet de faire une différenciation supplémentaire reposant sur la production d'hydrogène sulfuré qui est possible grâce à la présence de thiosulfate de sodium et de citrate de fer. Cela va se traduire par des colonies noires ou à centre noir qui sera dû à la formation de sulfure de fer. Enfin, on a le dernier milieu, il s'agit du milieu SS. Ici, c'est un milieu sélectif des salmonelles et des shigelles. La liste des ingrédients, on a également la base nutritive. Ici, on a le citrate de sodium, les sels biliaires et le rouge neutre, qui vont inhiber la culture des bactéries gram positifs et partiellement celle de certaines bactéries gram négatifs. On a les colorants, le vert brillant ainsi que le lactose. Donc ça va permettre de connaître le caractère lactose des bactéries. Enfin, on a le thiosulfate de sodium et le citrate ferrique ammoniacal, qui jouent le même rôle que dans la géleuse précédente. On aura alors un centre noir chez les bactéries qui seront H2S positifs. Au total, les salmonelles forment des colonies incolores, avec ou sans centre noir, et les shigelles forment des colonies incolores sans centre noir. Par rapport à mes références utilisées, j'ai utilisé les cas cliniques en infectiologie des éditions Prépa Pharma, également le livre de bactériologie virologie des éditions Prépa Pharma, le livre de bactériologie médicale sur les techniques usuelles, le Big Book bien évidemment, ainsi que le collège d'hépato-gastroentérologie. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à vous abonner afin d'avoir plus de contenu. Merci beaucoup.